Le rite égyptien de Cagliostro, ou plus exactement le rite de la haute maçonnerie égyptienne, pour lui donner le nom qui fut le sien. Tout d'abord, disons quelques mots sur Cagliostro lui-même, surtout pour arriver à saisir ses sources, et nous parlerons ensuite de son rite. Donc Cagliostro, très rapidement, né le 2 juin 1743 à Palerme, dans une famille de basse extraction. Donc il en restera une certaine vulgarité dans le style et le langage qui font que ses rapports avec l'aristocratie de l'époque seront très ambigus, certains étant très proches de lui, le cardinal de Rohan, Luigi d'Aquino par exemple, et d'autres ne pouvant pas le supporter. Toujours est-il qu'après une jeunesse dissipée, il adopte le nom de sa marraine, la comtesse de Cagliostro. Alors pourquoi comtesse? Tout simplement parce qu'il était habituel pour des familles aristocratiques de prendre pour filleul un enfant qu'on protégerait d'une certaine façon, qui était pris dans des couches populaires. On sait que le 27 décembre 1789, le pape Pie VII ordonne son arrestation et après un procès, 47 interrogatoires, il est condamné à l'emprisonnement perpétuel le 7 avril 1791. On brûle solennellement ses décors maçonniques et ses livres et il est enfermé le 21 avril au fort de San Leo près de Rimini dans 2 cachots successifs. Le second, pour ceux qui l'ont visité, eh bien, c'est tout simplement une sorte de cave avec une seule ouverture sur le haut, et on descendait le prisonnier par des cordes, et ensuite on lui descendait à manger également par des cordes, par ce trou qui n'avait pas d'ouverture. Alors quand on le visite aujourd'hui, il y a une porte d'entrée pour les visiteurs, mais elle n'existait pas à l'époque, il n'y avait vraiment que cette cavité. D'ailleurs, on l'appelait il pozzetto, un mot qui signifie quelque chose comme puits ou égout. Donc voilà. Le personnage avait été gênant, avait été provocateur aussi. Il avait annoncé la destruction de la Bastille, la convocation des États généraux, l'abolition des lettres de cachet dans sa lettre au peuple français. Mais c'est surtout son rôle qui nous intéresse. Alors, un rôle religieux dans le sens où il fut la dernière victime de la très sainte Inquisition, puisque tout de suite après, à la suite du meurtre du représentant du gouvernement français en 1798 dans les rues de Rome, le pape Pie VII, lui, est enlevé et finira par mourir à Valence en 1799. Et donc là, ça met un terme, je dirais, au pouvoir réel de l'Inquisition. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rite maçonnique que fonde Cagliostro. Pour ça, il faut comprendre ses sources. Cagliostro a eu un de ses aïeux, qui avait été grand prieur de l'ordre de Malte, donc en Sicile, et Cagliostro va avoir l'occasion de résider pendant 1 an à l'île de Malte, dans les locaux de l'ordre de Malte, et comme il avait, quand il était adolescent, donné un coup de main pour la préparation d'onguents dans un couvent voisin de son lieu d'habitation, ce sujet-là l'intéressait. L'ordre de Malte étant un ordre hospitalier, était à la pointe du progrès en matière médicale, formait son propre personnel, et on va donc lui donner une chambre qui sera attenante au laboratoire de l'ordre de Malte, où pendant 1 an, il va pouvoir séjourner. Donc c'est là qu'il va apprendre sa médecine, qu'il va apprendre son travail sur les plantes, et qu'il va apprendre aussi même tout ce qui est végétal et paracelsien, et ce qui permettra, quand on examinera plus tard ses ordonnances, eh bien, de s'apercevoir qu'il était relativement en avance sur son temps et non pas en retard, puisqu'il avait été tout simplement à bonne école. Donc ça, c'était les années 1766-1767.
D'autre part, il n'est pas seul à Malte. Lorsqu'il s'embarque pour Malte, il s'embarque avec un certain Luigi d'Aquino, descendant de la famille de saint Thomas d'Aquin, et qui est en même temps le neveu du prince de San Severo. Et nous sommes là dans des milieux maçonniques qui touchaient de très près à la théurgie, à l'alchimie, et qui transmettaient leurs connaissances de père en fils dans le cadre de la famille elle-même. Or, Luigi d'Aquino, s'étant probablement battu en duel, ce qui était interdit, avait le choix entre la prison, ce qui était déshonorant, ou s'engager dans l'ordre de Malte, qui était l'équivalent de la Légion étrangère, c'est-à-dire que si on s'engageait dans l'ordre de Malte, on était blanchi, on n'était pas déshonoré, on recommençait une nouvelle vie. Et il s'avère que Cagliostro et Luigi d'Aquino se retrouvent dans le même bateau, voguant sur Malte. Et ils vont rester amis jusqu'à la fin de leur jour, plus exactement jusqu'à la mort de Luigi d'Aquino, puisque c'est lui qui va mourir le premier. Et c'est par Luigi d'Aquino que Cagliostro va recevoir un certain nombre d'instructions en matière d'alchimie et de théurgie, instructions qui viennent des milieux napolitains et instructions qu'il complétera beaucoup plus tard par ses voyages en Allemagne et, disons, ses périples en Europe. Le 29 mars 1779, à Mito, en Courlande, là nous sommes vers la Lettonie, dans ces coins-là, eh bien, Cagliostro fonde une loge mixte qui se consacre à la recherche alchimique. Et partout où il va passer, il va fonder des loges qui souvent sont éphémères, c'est-à-dire ne correspondent qu'à son passage. Certaines de ces loges sont masculines, d'autres féminines, d'autres mixtes, c'est-à-dire que les combinaisons sont toutes possibles, c'est vraiment en fonction des circonstances. Donc se prétendre héritier de Cagliostro pour justifier l'un de ses choix en disant la franc-maçonnerie doit être purement masculine ou doit être mixte serait une erreur, tout simplement parce que lui-même a recouru à toutes les formules. Il séjourne à Strasbourg de 1780 à 1783, ensuite 11 mois à Bordeaux. Il y ouvre les travaux du rite égyptien le 22 août 1781, mais, et c'est là que je voulais en venir, il retourne à Lyon d'octobre 1784 à février 1785. C'est là qu'il prend le titre de grand Copte, C-O-P-H-T-E, qui, ainsi que l'a montré Robert Amadou, est tout simplement le mot copte avec l'orthographe au XVIIIe siècle. Donc, en fait, c'est le grand Copte. Donc, il se réfère à l'Égypte, mais ne faisons pas d'anachronisme. Il ne s'agit en aucun cas d'Égypte antique, d'Égypte pharaonique. Il s'agit de l'Égypte copte. Et d'ailleurs, à l'époque, puisque nous sommes avant l'expédition napoléonienne en Égypte, le mot Égypte désigne vaguement tout le Proche-Orient et n'a pas du tout l'image que nous lui prêtons aujourd'hui. D'ailleurs, lorsqu'on étudie les rituels du rite égyptien de Cagliostro, on n'a aucune trace, mais absolument aucune, de quelque forme de mythologie égyptienne, enfin d'Égypte antique, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, le rite de Misraïm, pour prendre un autre rite, Misraïm signifie Égypte, n'a pas non plus la moindre trace de mythologie égyptienne en lui. Donc, Cagliostro se rapporte à la première chrétienté d'Égypte, la chrétienté copte, en tout cas au moins de façon idéalisée. Le 24 décembre 1784, eh bien, Cagliostro crée officiellement cette fois-ci le rite de la haute maçonnerie égyptienne, dans le cadre de la mère loge La Sagesse Triomphante de Lyon, et loge qui, elle, s'ouvrit le 26 décembre 1784. L'ouverture des travaux maçonniques, la consécration du temple auront ensuite lieu, mais Cagliostro était déjà reparti. Nous allons donc essayer de voir maintenant ce rite, d'essayer d'en voir certains aspects. Jusque-là, Cagliostro n'avait pas rédigé de rituels particuliers. Il utilisait des rituels soit concoctés par lui-même, soit des rituels, disons, standards. Les loges qu'il mettait sur pied servant de prétexte pour pouvoir enseigner des procédures alchimiques, des procédures théurgiques, ou même faire parfois, quand c'était devant la bonne société, des démonstrations de clairvoyance
en utilisant un enfant qui servait de médium. Mais nous sommes à Lyon dans cette année 1784, dans une période où il dicte son rituel de la haute maçonnerie égyptienne. Lorsque mourut Luigi d'Aquino, Cagliostro se considéra délivré de tout serment de secret. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que jusqu'au XVIIIe siècle, ces enseignements, ces pratiques hermétiques se transmettaient soit dans le cadre de familles aristocratiques, soit dans des couvents, mais pour les couvents, on y avait mis un terme avec la contre-réforme. On le sait, on en a des preuves abondantes, tout simplement parce que lorsque les protestants, dans les guerres de religion, prenaient d'assaut un couvent catholique, ils étaient les premiers à sortir tout le matériel d'alchimie, poudre de projection et autres, pour montrer les pratiques superstitieuses et païennes de l'Église catholique. Donc on a des relevés extrêmement précis. Et au XVIIIe siècle, eh bien, compte tenu de toutes ces secousses sismiques du monde antique, du monde traditionnel, de cette société aristocratique, compte tenu en même temps du fait qu'on a le droit de réunion qui commence à devenir possible. Jusque-là, le droit de réunion était réservé aux guildes professionnelles, et pour avoir droit de réunion, il fallait l'autorisation et du pape et du roi. Or, la franc-maçonnerie devient une sorte de support contre lequel, au début, il n'y a pas grand monde qui fulmine. Donc, il va y avoir une franc-maçonnerie alimentaire qui va se réunir dans des tavernes pour faire des affaires, mais ce support, ces réunions, autres que professionnelles, va servir à d'autres pour faire de la politique et va servir à d'autres, enfin, pour injecter des enseignements hermétiques qui, jusque-là, étaient réservés aux familles aristocratiques. C'est le cas du rite égyptien de Cagliostro, c'est le cas pour ces traditions familiales basculant dans un rite maçonnique de Martinez de Pasquali. Je ne parle pas du rite écossais rectifié, je parle, enfin du régime écossais rectifié, je parle des élus Cohen. Donc, à Lyon, il rédige, ou plutôt il dicte, puisque le français n'est pas sa langue maternelle, le rituel de la haute maçonnerie égyptienne. Là encore, un jour, j'ai reçu un papier qui disait, voilà, le rite de Cagliostro en 90 degrés. Une très grosse erreur. Le rite égyptien de Cagliostro se compose de 3 degrés, tout simplement. Apprenti égyptien, compagnon égyptien, maître égyptien. Et dans le rite tel qu'il le dicte à Lyon, il y a des loges masculines, des loges féminines. Et les loges féminines, c'est apprentie égyptienne, compagnonne égyptienne, maîtresse égyptienne. La différence, c'est que chez les hommes, on recrute comme apprentis égyptiens des maçons qui sont déjà maîtres élus, c'est-à-dire le grade de maître élu des neufs, ce qui était un grade qui venait après la maîtrise et qui était fréquent à l'époque, alors que pour les femmes, comme il n'y a pas véritablement, enfin il y a une maçonnerie d'adoption, mais disons qu'on peut rentrer apprentie égyptienne sans avoir fait de passage dans la franc-maçonnerie classique. Nous avons un point commun entre Martinez de Pasquali et Cagliostro, c'est que les deux recrutent leurs hommes dans la franc-maçonnerie telle qu'elle existe. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, si l'on est apprenti égyptien chez Cagliostro, eh bien, ça veut dire qu'on est déjà maître de la maçonnerie habituelle, de la maçonnerie classique. Et même, il y avait un grade qu'on appelait maître élu des neufs, qui était un grade qui était donné après la maîtrise et qui souvent servait un petit peu de sas vers les hauts grades. Donc on peut dire d'une certaine manière que du point de vue du rite masculin, les 3 grades, apprenti égyptien, compagnon égyptien, maître égyptien, sont 3 hauts grades par rapport à la maçonnerie classique. Mais Cagliostro, lui, n'a pas les 3 grades bleus, pas plus que ne les avait Martinez de Pasquali. Après la disparition de Cagliostro, ce rite va poursuivre son existence. Un certain nombre de points que je précise ici sont de découvertes récentes, notamment sous la direction de François de Chefdebien d'Armissant, et pour ce qui est de la France et pour ce qui est de l'Italie, Lorenzo de Montemayor. En Égypte, le rite survit aussi
dans les milieux coloniaux, bien sûr, sous la gouverne de Bernardito Drovetti. Et du coup, bien, ce rite de Cagliostro va survivre environ jusqu'aux années 1820 dans sa forme originale. Tentons d'en examiner le contenu. Nous avons donc, d'une part, apprenti, compagnon, maître masculin égyptien et l'équivalent côté féminin. Cagliostro va utiliser les mythologies antiques pour véhiculer des traditions hermétiques. Parce que nomme-t-on rite égyptien? Ça, c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas un rite maçonnique classique sur lequel on a vaporisé de la poésie romantique égyptienne. Ce que l'on nomme rite égyptien, c'est un rite qui recourt à des mythologies antiques. Elles peuvent être grecques, romaines, bibliques. En général, parfois Osiris et Isis y apparaissent, mais parce qu'ils sont passés dans le monde grec par l'intermédiaire d'Hérodote. Et ces mythes servent à véhiculer des opérativités, c'est-à-dire servent à véhiculer un enseignement hermétique consacré à la théurgie, à l'alchimie et à l'astrologie. L'idée n'est pas nouvelle, elle existait dès la Renaissance, et par exemple, Michael Mayer va écrire un livre Arcana Arcanissima qui est consacré entièrement à cette question, c'est-à-dire, voilà, les anciens n'étaient pas stupides, ils nous ont laissé une mythologie avec des histoires à dormir debout qui se passent entre les dieux, ces histoires ne tenant pas la route, il faut donc qu'elles aient une autre signification, et il va leur donner une signification hermétique. Ça voile des enseignements cachés, d'où toutes ces images alchimiques qui recourent à la mythologie. Dom Pernetti va reprendre la même idée dans ses fables. Donc un rite égyptien n'est pas un rite qui se passe à l'intérieur d'une pyramide avec les dieux d'Égypte. Le rite égyptien, c'est un rite qui recourt aux mythologies, qui les brassent d'ailleurs, et ces mythologies véhiculant, couvrant, voilant des enseignements hermétiques. Je cite un exemple tout simple. L'idée de base du rite de Cagliostro, c'est que l'embryon d'éternité, d'immortalité qui est en chacun de nous, enfin, ce corps de lumière qui fut le nôtre à l'origine des temps, eh bien, est devenu une simple étincelle, un simple embryon qui est exilé au fin fond de notre corporéité, au fin fond de notre sang. Et c'est une idée qu'on retrouve aussi chez Paracels. Eh bien, Cagliostro va expliquer, dans le cadre de ses catéchismes, l'histoire d'une certaine Calypso qui, s'étant révoltée, a été exilée au fin fond de la mer Rouge, et de là, elle gémit sans cesse, demandant à être secourue, à être sortie de son exil. Eh bien, c'est tout simplement parvenir à libérer de ce gluten, comme disait Descarteshausen, c'est-à-dire de cette lourdeur de notre sang, parvenir à libérer cette partie lumineuse qui est exilée. C'est-à-dire qu'on prend un élément de mythologie et il recouvre des principes ou des pratiques hermétiques. Le rite égyptien a donc pour objectif la transformation intégrale de l'être humain, autrement dit le passage du biologique au spirituel. Or, il se trouve que, si l'on met à part l'exemple de Jésus de Nazareth, dans l'Ancien Testament, et Cagliostro se réfère souvent à l'Ancien Testament, très peu au Nouveau, dans l'Ancien Testament, Élie et Enoch, et plus obscurément Moïse, sont réputés être passés de l'état physique à cet état spirituel sans traverser la mort classique. Je vous rappelle l'histoire d'Élie, il y avait son disciple qui était là, Élie était à côté, et puis un char de feu ou une bourrasque de feu passe, et puis dans les bras du disciple, il ne reste plus que le manteau d'Élie, et Élie a été emporté par le char de feu. C'est-à-dire qu'il est passé du biologique au spirituel sans passer par la mort. Si bien que Élie et Enoch vont devenir les saints patrons du rite égyptien, puisqu'ils sont les prototypes du programme idéal du maçon égyptien. À l'origine,
conformément à l'Ancien Testament, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance ou à sa réplique, eh bien, nous étions faits d'un corps inaltérable, et ce corps s'est ensuite, lors de la chute, durci, congelé, densifié, et ce passage-là est représenté dans le rite de Cagliostro de la manière suivante. À l'intérieur du temple, tous les membres de ce rite, tous les maçons de ce rite sont en aube blanche, en habit talar, pour prendre le langage de l'époque, c'est-à-dire une sorte de grande redingote blanche qui représente le corps de lumière. Et il est dit dans la Bible que lors de la chute, il y avait Dieu revêtit Adam et Ève de tuniques de peau. Eh bien, le maçon égyptien a donc son tablier maçonnique de peau qui représente ces tuniques de peau qui ont recouvert ce corps de lumière, ce corps glorieux qui reste à l'état latent au fond de chacun d'entre nous. Donc voilà comment le symbolisme maçonnique de base est en fait réutilisé par Cagliostro. On retrouve dans les premiers temps du christianisme cette notion de la possibilité d'une divinisation, c'est-à-dire, comme le dit l'apôtre Paul, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il viendra un temps où le basculement du biologique au spirituel pourra se faire sans passer par la mort physique. Alors certes, non, nous n'en sommes pas encore là, mais je parle ici d'une sorte de schéma idéal qui s'appuie sur les Écritures. Alors bien sûr, la question c'est comment s'y prendre. Et c'est là que le rite égyptien de Cagliostro nous propose un protocole en 2 étapes. Lorsqu'on étudie attentivement les catéchismes, qu'on reconstitue le puzzle, eh bien, nous découvrons 2 étapes. Une première étape s'attache à la régénération psychique. On disait morale à l'époque, psychique, psychologique, animique. La seconde étape a pour but la régénération du corps. Elles sont présentées comme des sortes de retraites de 40 jours chacune, parce qu'elles prennent pour modèle idéal les séjours de Moïse sur le Sinaï, qui durèrent donc 40 jours, et lorsqu'il en redescendit, il est dit que son visage irradiait au point qu'il a fallu le lui recouvrir d'un voile. En fait, ces 2 étapes sont concomitantes, ne durent pas 40 jours. 40 jours, ça représente une génération. Enfin 40 ans plutôt, ça représente une génération, donc simplement un ensemble complet dans l'Ancien Testament. Le protocole, préalable, immédiat, l'éthique précède la technique. C'est-à-dire que si le maçon égyptien ne respecte pas une éthique impeccable, il est inutile qu'il aille se suspendre par le nez ou pratiquer je ne sais quel exercice, et il court à sa perte. Et dans ces catéchismes d'apprentis d'ailleurs, eh bien, Cagliostro demande de prendre 3 mesures immédiates. La première mesure, adopter et respecter les lois du pays où il se trouve, certes pour être un citoyen paisible, mais aussi pour passer inaperçu. Deuxième règle éthique, aimer son prochain, l'aider, être charitable envers lui. Par exemple, sur le tablier du rite féminin, il y a les mots amour et charité qui sont présents. Troisième point, consacrer 3 heures par jour à la pratique de la prière. Alors bien sûr, si on entend par prière le fait de s'installer tranquillement à genoux sur un prie-dieu, ça n'est pas à la portée de tout le monde dans notre société d'aujourd'hui. En revanche, si l'on prend le mot prière comme veiller à monter la garde de nos pensées, comme on le trouve en partie dans les épîtres de Paul, la situation est différente, parce que là, on peut le faire dans la journée à chaque instant. À partir du moment où l'éthique est respectée, eh bien, le maçon égyptien reçoit l'assurance qu'il est aimé de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire une sorte de bien-être par rapport à ce processus dans lequel il va s'engager. Il a reçu, comme écrivait Paracels, le donum Dei, donc le nom de Dieu, le don de Dieu. Et
il peut s'engager sur des étapes plus opératives. Il y a donc cette première quarantaine, entre guillemets, puisque le mot 40 est à prendre au sens symbolique, où le maçon doit faire des retraites, ou une retraite dans l'idéal. Et au cours de cette retraite, eh bien, le maçon invoque les 7 archanges, les 7 esprits qui sont autour du trône de Dieu, qui sont cités dans le livre de Tobie ou dans l'Apocalypse par exemple, c'est-à-dire Michael, Raphaël, Gabriel, etc. Pourquoi? Eh bien parce que si j'essaye de prier Dieu ou de croire en Dieu, en fait, je crois toujours à l'image que je me fais de Dieu, au concept que je me fais de Dieu, donc je rends un culte à une idole. C'est pour ça que les intermédiaires, les hiérarchies célestes, les hiérarchies angéliques sont les intermédiaires par lesquels je peux passer. À partir du moment où j'ai utilisé ces invocations, travaillé avec les 7 grands anges, où j'ai travaillé également avec des pentacles, c'est-à-dire des figures issues de la révélation qui permettent le contact intérieur avec ces énergies angéliques, quelque part, j'allais dire, je me suis branché sur le bon courant, le bon canal. Et viendra la seconde régénération qui, elle, concerne la régénération corporelle, mais qui est présentée comme successive, mais qui en réalité est simultanée avec la première au niveau de la pratique. Cette seconde régénération consiste en une seconde retraite, et pendant cette retraite-là, on est accompagné par un ami qui veille sur vous, eh bien, on pratique un régime, on dirait aujourd'hui, de détoxication qui permet d'évacuer les toxines par la transpiration, la fièvre, etc. Pour comprendre cette seconde opération, cette seconde quarantaine, cette régénération physique, il faut revenir sur ce qui s'est passé dans le christianisme. Au Moyen-Âge, les moines, les saints étaient de solides gaillards qui défrichaient les forêts, pas du tout des petits freluquets palichons. Et lorsqu'on avait des laboratoires dans les monastères, ce n'était pas uniquement pour préparer des liqueurs digestives qu'on vendrait un jour aux touristes, c'était aussi pour avoir sur place ce qu'il fallait pour que le corps suive. C'est-à-dire lorsque le moine pratique des pratiques spirituelles, des exercices spirituels intensifs, eh bien, il faut que le corps suive. Si le corps ne suit pas, on risque des fractures qui peuvent être irrémédiables. Et donc, des substances, des élixirs, à base de plantes, étaient prescrits de telle sorte que le corps et la souplesse puissent suivre, puissent se transformer parallèlement à ce travail spirituel qui était opéré. Eh bien, Cagliostro va adopter le même modèle, c'est-à-dire que pendant ces crises, ces cures de détoxication, il va recommander aux maçons égyptiens d'absorber des quintessences, ce que l'on appelle l'être premier, de certaines plantes qui ont pour but l'évacuation de toutes ces toxines, qui ont pour but de la facilité, et donc de permettre au corps de se régénérer. Les procédés sont en réalité issus de la médecine paracelsienne et plus particulièrement du livre de la rénovation, du livre de la longue vie, aussi rédigé par Paracelse. D'autre part, outre ces élixirs spagyriques, outre ces êtres premiers, le maître maçon, dans la phase ultime, absorbe des grains de matière première. Là, il s'agit d'une substance qui a été préparée et réussie avant, bien entendu, qu'on se lance dans la quarantaine, dans la retraite en question, et qui a été préparée selon les règles en vigueur dans l'ancienne tradition rosicrucienne. Et
à ce moment-là, donc, une régénération s'opère. Pourquoi une régénération? Alors, les caricatures populaires ont parlé de ces hommes qui voulaient être immortels. En réalité, revenons là encore à Paracelse. Paracelse, ou même Cesare della Riviera, dans le monde magique des héros, explique qu'il y a deux morts. Nous sommes tous programmés biologiquement pour mourir un jour, mais il s'avère que cette programmation-là, qui est due à l'homme tel que Dieu l'a créé, eh bien, nous mourrons tous plus tôt. Nous mourrons plus tôt en raison de notre mode de vie, en raison de ce que nous mangeons, en raison de ce que nous respirons, en raison des accidents qui peuvent survenir. Donc le but du maçon égyptien n'est en aucun cas de devenir physiquement immortel dans son corps périssable. Le but du maçon égyptien est uniquement d'éviter la première mort, c'est-à-dire celle qui est anticipée et qui n'est pas conforme à l'ordre reçu du divin et qui est une forme de suicide. C'est-à-dire que du point de vue le plus spirituel, si ce que je mange, si ce que je bois, si ce que je respire écourte ma vie de 20 ans, quelque part c'est une forme de suicide qui est illicite. Donc le but est d'éviter cette mort prématurée pour avoir le temps d'accomplir le projet qui est celui de Dieu pour nous. Voilà, donc il y a ce travail à ce niveau-là, régénération psychique, régénération physique, qui permet de disposer, en principe, du temps nécessaire à l'accomplissement du projet que Dieu a pour nous. Et il y a le travail, disons, purement spirituel, qui a pour objectif ce passage, autant qu'il est possible là encore, du biologique au spirituel, c'est-à-dire de pouvoir enlever ce tablier de peau de telle manière à ce que le corps de lumière puisse s'épanouir pleinement. L'idéal, eh bien l'idéal, c'est que la conscience humaine et la conscience divine ne fassent qu'un. Et nous sommes là, je dirais, dans l'hérésie, entre guillemets, de Cagliostro, mais enfin hérésie partagée partiellement par Maître Eckhart, et qui consiste à considérer qu'il est possible à l'être humain de ne faire qu'un avec la conscience divine, et après, advienne que pourra. Je vais simplement vous montrer une image des tableaux de loge de Cagliostro. Cette notion d'éviter une mort anticipée, d'une part, cette notion de ne faire qu'un avec la conscience divine, et là nous sommes au-delà du temps et de l'espace, peut être retrouvée sur ce tableau de loge où l'on voit un maître qui tranche les ailes du temps, le dieu Saturne, avec son sablier, sa faux. Et derrière, nous avons le phénix qui renaît de ses cendres. Et nous avons ici une très bonne synthèse de ce programme, de ce protocole que je viens de vous expliquer. Chacun connaît cette célèbre déclaration de son mémoire en défense, je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu, mon être vit son éternelle existence. Bien, là, nous avons l'objectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne fais qu'un avec la conscience divine, je peux effectivement dire ça. Chacun se souvient aussi de l'épisode dans l'Exode où Moïse, se retrouvant sur le Sinaï, voit un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Il entend une voix qui lui dit « Va demander à Pharaon de délivrer mon peuple ». Pharaon, certes, mais Moïse se permet de répondre à la voix qui parle, c'est de la part de qui? Et la voix lui répond « Je suis qui je suis, ego sum qui sum ». Je suis qui je suis, ego sum qui sum en latin, je suis. Eh bien, lorsque l'on cherche la définition du maître accompli chez Cagliostro, la voici. L'homme, à ce moment-là, lorsqu'il est maître accompli, lorsqu'il a accompli ce projet, l'homme n'aspire plus alors qu'à un repos parfait pour pouvoir parvenir à l'immortalité et pouvoir dire de lui ego sum qui sum, c'est-à-dire pour pouvoir répondre la même chose
que ce qui a été répondu à Moïse sur le buisson ardent. Donc nous avons là cette jonction entre la conscience humaine et la conscience divine, ou plus, pour dire les choses autrement, la capacité à écarter tout sens personnel pour que la conscience divine puisse pleinement s'épanouir et se déployer. Tel est le programme. Il ne reste plus qu'à passer à la pratique. J'ai dit.